marquée par tout un tas de changements de comportement et qui passe beaucoup par l'alimentation, ne serait-ce que de ne plus acheter d'alimentation transformée, qui est meilleure pour la santé, qui est meilleure pour le pouvoir d'achat, qui est meilleure pour la planète, même si l'alimentation n'est pas bio. Donc c'est un peu je dirais que ces trois piliers qu'on essaie de travailler. Et c'est vrai que comme le fait qu'on a été créé par une organisation de solidarité internationale, ça nous donne aussi une ouverture vers le monde et aussi une ouverture vers comment puiser dans toutes les innovations qui sont faites, en particulier dans les pays du Sud. On a parlé du Sahel, par exemple, il y a énormément de choses que les paysans africains au Sahel ou dans les Grands Lacs, en termes d'agroécologie, au niveau des semences paysannes, au niveau de tout ce qui va être recréer du lien social dans les campagnes. Il y a tout un tas d'expériences qui peuvent nous nourrir ici en France et qui peuvent aussi nous aider à passer un cap en termes de difficultés dans tout pour affronter ces défis qui sont au niveau de la société française. Et c'est pour ça qu'on soutient tout un gros programme d'agroécologie au niveau du Sahel, mais aussi qu'à son pendant en France pour voir comment on favorise aussi des partages d'expériences et des partages de solutions, entre autres des transferts techniques et de connaissances entre les pays du Sud et les pays du Nord, parce que les évolutions de l'après-guerre ont été telles en France que beaucoup de connaissances paysannes sur les semences paysannes, enfin, quelle semence est adaptée par rapport au changement climatique en Europe. On a perdu beaucoup de cette connaissance. Très bien, écoutez, merci à tous les trois. Je crois qu'on touche du doigt plusieurs choses sur les débats d'aujourd'hui. D'une part, effectivement, ce message que j'ai essayé d'écrire en introduction, qui est de dire que cette question du climat et des changements de la biodiversité, de l'environnement ne concerne pas uniquement les fondations dites environnementales. Je crois je regardais dans le chat, il y avait une question qui était posée sur le pourcentage effectivement de fondations qui s'occupent de ces sujets. Et en fait, comme les réponses qui fusent dans le chat le disent et le traduisent, c'est qu'en fait, si on ne prend que les fondations qui explicitement disent qu'elles sont dans le champ de l'environnement, on est sur des pourcentages très faibles. On est à 3-4% je dirais, de purs spécialistes. Alors, la question d'aujourd'hui, elle transcende le champ thématique. Et je pense que les trois exemples qu'on a eus le prouvent. On est vraiment sur des questions qui impactent tout le monde, à la fois, comme le dit Blandine dans le chat, elle accompagne des entrepreneurs à avoir des approches zéro carbone. Guillaume a donné un exemple dans le domaine de la culture, Philippe dans le domaine de l'alimentation, et je pourrais ô combien abonder au nom de la Fondation Carasso sur le nombre d'exemples, y compris dans la culture d'ailleurs, parce que nous on soutient un axe citoyen et on a intégré la dimension climat également dedans. Donc, et puis bien entendu les femmes, et je pense que Myriam a rappelé le multipoids, j'ai envie de dire, que les femmes supportent en raison de tous ces changements climatiques. Donc, c'est vraiment, je dirais, le message qu'on essaie de faire passer en cette session, c'est que c'est un sujet qui concerne tout le monde, qui concerne toutes les causes, toutes les thématiques. Alors, il y avait une question qui était de dire comment… Moi, il y a une question sur laquelle je vais donner un élément de réponse et puis l'autre que je vais peut-être aussi lancer. Je crois qu'il y a une question fondamentale ou que peut-être nos panélistes pourront commenter, c'est le changement d'échelle. Philippe a bien dit, et je crois que c'est vrai, il y a une multitude d'initiatives. Les fondations très souvent prennent ce risque-là, les soutiennent, mais à un moment donné, si on veut activer le changement, il faut passer au changement d'échelle. C'est-à-dire la somme de petites initiatives ne permettra pas peut-être, potentiellement de remplir ce défi. À la Fondation Carasso, on l'a un petit modestement attaqué en se disant comment l'agroécologie, on peut changer l'échelle, c'est-à-dire sortir effectivement de la permaculture ou de fermes alternatives et aller vers des grandes cultures et leur transformation en agroécologie. Voilà, donc ça c'est une vraie question. Peut-être que vous avez collectivement des pistes. Et puis concernant le fait d'embarquer le maximum de fondations sur la prise en compte de ces enjeux, c'est tout le sens de cette fameuse coalition climat qu'on essaie de monter au Centre français, dont Jean-Marc vous dira un mot tout à l'heure. Moi, j'ai une dernière question, mais très rapide avant qu'on analyse le chat. Peut-être dans nos trois panélistes, est-ce que par contre, dans vos pratiques, est-ce que vous avez changé des choses dans le fait, que ce soit dans vos pratiques quotidiennes, on parle des transports, le plastique, les déchets, est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait évoluer dans vos structures? Je ne sais pas qui veut répondre, par exemple Philippe, Guillaume et Myrène. Voir vos investissements. Je ne sais pas si tous ne sont pas des investissements, mais… Qu'est-ce que je… Myrène ?
Oui. Oui, pardon. Si je peux simplement, je crois que nous, étant adossés à l'entreprise, on doit suivre évidemment ses propres guidelines de ce point de vue-là. On a la chance de pouvoir nous visiter nos projets. C'est vrai que jusqu'avant avant le Covid, on faisait ces efforts de voyage et ça coûtait en coût transport et en coût carbone. Mais la contrepartie, c'est une très très bonne connaissance du terrain et la capacité à s'adapter aux besoins de nos partenaires. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on va réduire nos voyages? Certes, je pense que c'est une obligation. Je pourrais pas dire que c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut trouver le moyen de rester proche de ses partenaires sans forcément faire autant de déplacements inutiles, peut-être liés à d'autres enjeux que le monitoring de projet. Pour ce qui est des investissements, il est clair que si on peut faire des choix stratégiques en ce sens. Les Américains ont montré la voie il y a déjà pas mal d'années avec le mouvement Divest Invest. Je suis sûre que dans le domaine de l'impact investing, on a aussi de très nombreuses bonnes pratiques autour du fait de faire des choix rationnels quand il s'agit de gérer nos avoirs, évitant bien sûr les industries qui vont être les plus polluantes ou les plus nocives. D'autres bonnes pratiques, je serais heureuse d'en connaître en fait. Si d'autres fondations peuvent en partager, ce serait très intéressant aussi pour savoir ce qu'on peut faire de plus. Merci beaucoup, Myrène. Alors, je vais laisser la parole, en tout cas pour dire qu'effectivement sur les investissements, nous on a la Fondation Carasso, on a essayé aussi d'apporter notre part. On est dans l'Invest Invest et on a avancé. Et je vous annonce que, je l'espère en septembre, sortira notre premier rapport d'impact et qu'on a sorti justement, non pas du tout pour se glorifier de ce qu'on avait fait, mais pour partager notre cheminement, nos tâtonnements sur cette voie de l'impact investing. Et j'espère que ce sera un document utile et qui en inspirera beaucoup d'autres. À moins que, je ne sais pas, Philippe, Guillaume, vous voulez peut-être… Par rapport pour continuer ce qui vient d'être dit, bon, c'est vrai que la question du déplacement est importante et le but, c'est pas de tomber dans des extrêmes, mais le but est de se poser à chaque fois la question de est-ce que ce déplacement est utile ou n'est pas utile, est-ce qu'on peut pas faire autrement. Donc déjà, le fait de rentrer dans cette démarche permet de rationaliser beaucoup de choses. Et après, se pose aussi la question des soutiens au rassemblement, aux rencontres entre nos partenaires. C'est pareil aussi. Il y a aussi toute une pédagogie à voir pour les amener aussi à se poser les questions. Est-ce que cette participation à une rencontre internationale, je ne sais trop où, est utile ou n'est pas utile, est pertinent ou n'est pas pertinent. Donc c'est à la fois un tout. La question de l'investissement, c'est vrai que nous, on a une charte éthique interne qui à la fois fait que tous nos fonds sont placés sur des fonds qui restent à la fois avec des critères ISR, mais aussi avoir à la fois des critères qui sont liés à l'empreinte carbone des placements. Et idem pour les fonds qu'on peut recevoir. Ça veut dire qu'on s'interdit de recevoir des fonds d'entreprises qui ont une empreinte, entre autres les entreprises pétrolières, par exemple, des choses comme ça. Pour être aussi en cohérence. On essaye, cette crise va accélérer chez nous un vieux projet qu'on a de créer un fonds de compensation carbone solidaire. Alors, j'utilise rapidement le terme compensation carbone, même s'il est très décrié, parce que l'objectif, c'est de pas rentrer dans la marchandisation des bons carbone au niveau international. Mais il y a tout l'enjeu de c'est comment on compense notre empreinte carbone, mais par la contrainte, pas pour se donner bonne conscience. Et en quoi, finalement, le fait qu'en fin d'année, on doit faire un chèque pour compenser notre empreinte carbone liée à notre fonctionnement, soit perçu par mon DAF comme une pénalité et ne soit pas perçu par ma présidente comme une augmentation de notre mission sociale. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit pénalisant pour qu'on puisse progresser, pour qu'on puisse faire des progrès. Sinon, on rajoutera dans nos rapports d'activité qu'on a soutenu des projets écologiquement, ça, mais ça ne change pas nos habitudes. Tout l'enjeu, c'est vraiment de changer nos pratiques. Et c'est ça qui nous amène finalement cette transition écologique et les leçons de cette crise. C'est qu'il y a vraiment un changement de paradigme, un changement de vision. C'est-à-dire qu'on peut plus faire comme avant, simplement de se dire on va être un peu plus vert, on va utiliser des gobelets en carton et plus de gobelets en plastique. Enfin, je pense que ça nécessite vraiment un pas au-delà, parce que derrière cette crise, on a quand même la crise écologique qui est là, et je vous invite à relire tous les rapports du GIEC et tous les rapports qui sortent, mais à chaque mois, c'est une mauvaise nouvelle.
Donc, il y a vraiment une urgence et les changements, ça doit être vraiment des changements profonds de nos habitudes de fonctionnement. Donc, c'est là où toutes les idées, et ça peut être dans le CFF, on peut très bien imaginer, pourquoi pas, une sorte de foire aux idées où chacun met ses bonnes idées pour nourrir, parce qu'on doit tous inventer quelque chose pour progresser et être le plus exemplaire possible. Tout à fait. Mais je pense que on va essayer d'apporter des solutions et ce genre de pratiques, de bonnes idées, de boîtes à idées, je pense que ça fait partie également de ce qu'on souhaiterait vous proposer. Anne, est-ce que tu as repéré certaines questions, je pense, éventuelles dans le chat? Là, j'ai commenté sur l'histoire du pourcentage, mais je ne sais pas s'il y avait eu d'autres. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Si vous n'en avez pas directement, je propose peut-être, Jean-Marc, que tu donnes le cadrage un petit peu de cette coalition. Ça permettra aussi de… Ah non, c'est ma propre voix. Elle est en écho, c'est terrible. Jean-Marc? Ok. Alors, donc, le Centre français des fonds et fondations a décidé de saisir un appel porté notamment par Marie-Stéphane, d'ailleurs, à l'occasion d'échanges de l'EFC en particulier, et à d'autres occasions, et d'ailleurs rejoint rapidement par d'autres fondations en France et en Europe, un appel qui vise à encourager l'ensemble des fonds et fondations à se mobiliser pour ces questions de climat dont nous parlons depuis tout à l'heure. Du coup, nous travaillons depuis plusieurs mois, en lien d'ailleurs avec nos homologues anglais et espagnols, en coordination avec le Daphné, la Fédération des associations nationales de fondations. Nous travaillons donc à déployer un pledge, un manifeste que nous allons bientôt diffuser, visant à encourager les fondations, premièrement, à manifester et à déclarer leur intérêt pour cette question du climat. Et là, on parle bien de l'ensemble des fonds de dotation et des fondations français, quel que soit leur secteur d'activité, leur taille, leur mode opératoire. L'idée étant que le secteur des fonds et fondations ne peut pas être le dernier secteur organisé en France à se mobiliser de manière structurelle sur le sujet. Donc, le premier objectif de ce manifeste est d'encourager les fonds et fondations à dire que oui, le climat est un sujet important pour sa structure. Ça, c'est le premier point. Une fois que la fondation ou le fonds de dotation a dit ça, l'objectif est d'essayer de l'amener à travailler sur ces pratiques. D'une part, ces pratiques de structure, comment moi, dans ma structure, j'arrive à prendre en compte ces questions de climat, que je sois une toute petite structure de 1 ou 2 personnes salariées ou un organisme, une fondation ou un fonds de dotation qui gère un établissement et plusieurs dizaines, centaines, milliers de salariés. Tout le monde peut s'engager sur ces pratiques internes. Le deuxième point est la question qui a été évoquée de prendre en compte ces questions de climat dans ses placements. Collectivement, le secteur pèse plus de 27 milliards d'euros d'actifs. Si ne serait-ce que 1 à 2 milliards, c'est-à-dire moins de quelques pourcents de ces actifs étaient gérés avec une prise en compte du climat, si on parle de plusieurs milliards avec ce type de gestion, on pourra commencer à avoir un impact sensible. Et le dernier point évoqué est celui de la prise en compte des questions du climat dans la sélection des projets que les fondations distributives peuvent effectuer. Et donc là aussi, il s'agit bien de prise en compte du climat, quel que soit le secteur d'activité, y compris et presque surtout d'ailleurs si vous n'êtes pas à financer des projets dans le secteur de l'environnement. Donc voilà, ce sont 3 axes de réflexion pour augmenter ces actions favorables au climat que nous soumettons et que nous recommandons aux fondations de se saisir. L'autre point qui va aller avec cette démarche, c'est bien sûr de faire connaître les bonnes initiatives. Donc on va essayer de travailler à faire remonter les initiatives vertueuses portées par tout le monde en fait, quel que soit le niveau, quelle que soit sa taille. Donc on est en train de travailler la structuration de cette remontée d'initiatives et ensuite on essaiera de valoriser le plus possible ces initiatives tant auprès des pairs, tant auprès de l'ensemble du secteur des fonds et fondations que plus largement, peut-être à terme, lorsqu'on aura un peu structuré la démarche, auprès d'un public plus large. L'autre point, c'est que nous allons essayer de mesurer cela. On va commencer, et là donc là vous bénéficiez de cette information un peu en avant-première, que nous souhaitons pouvoir en parler lors de notre assemblée générale qui a lieu le 9 juillet, donc l'annoncer officiellement à l'ensemble de nos membres.
Donc, nous allons tout de suite, après le 9 juillet, lancer un questionnaire qui aura pour objectif, auprès de l'ensemble des fonds et fondations, pour réaliser un premier état des lieux des pratiques. Que font aujourd'hui les fonds et fondations sur cette question de climat? On fera une photo de ce point de départ et on essaiera de mesurer, évidemment, chaque année, donc là aussi on est en train de le construire, chaque année, les évolutions sur quelques indicateurs clés que nous sommes en train de déterminer, donc des pratiques des fonds et fondations. Voilà, en quelques mots, et encore une fois en avant-première, avant de l'annoncer officiellement en Assemblée Générale, ce projet, un projet qui nous tient particulièrement à cœur, qui a été validé bien sûr par le conseil d'administration du CFF, un projet très stimulant, parce que je pense que nous avons collectivement beaucoup à gagner à valoriser l'engagement des fonds et fondations aujourd'hui de manière proactive, volontaire et vertueuse, étant toutes et tous des acteurs d'intérêt général. On pourrait s'étonner que l'on ne le fasse pas, de manière au moins aussi active que les autres secteurs de la société. Et peut-être aussi que demain, nous pourrions être questionnés, que ce soit par nos donateurs, que ce soit par nos fondateurs, que ce soit par nos diverses parties prenantes, si nous ne nous engagions pas dans cette voie de manière structurée et volontaire. Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'on est au démarrage d'un projet important et très, très important pour le CFF, mais surtout, je pense, pour le secteur, et qui nous permettra, j'en doute pas, notamment lors des nombreuses rencontres qu'on va essayer d'organiser et d'échanges entre pairs, de progresser ensemble, parce que ce ne sont pas des sujets simples. Sur l'ensemble de ces questions, il y a des avis d'experts qui parfois divergent. Il y a des mises en application qui ne sont pas toujours très évidentes, que ce soit sur les placements, que ce soit sur même ses propres pratiques internes, sur les déplacements. Il n'y a jamais de solution très très simple. Mais je pense que si on collabore et si on partage, ce qui est un des objectifs du CFF, nous pourrons collectivement avancer fort et loin. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup Jean-Marc. Alors peut-être pour compléter, puis je vois qu'il y a une question aussi sur le grand public. Alors c'est vrai que cette coalition, elle est dans notre secteur, elle est portée par le Centre français et on l'espère bien au-delà, parce que bon, c'est toujours une structure qui lance quelque chose, mais on espère bien fédérer, je dirais, le milieu des fondations au sens large, parce que cette question concerne tout le monde. Et effectivement, on n'est pas dans la question était sur la sensibilisation grand public et la difficulté. C'est vrai que je pense que la sensibilisation grand public, c'est l'objet, en tout cas, ça peut être l'objet de certaines fondations qui sont sur ces questions-là. Nous, le Centre français est un organisme professionnel qui s'adresse à ses membres qui elles-mêmes sont des structures professionnelles. En revanche, ce qui est important de savoir dans la coalition climat, c'est qu'il faudra qu'on se pose des questions collectivement, de dire, OK, comment nous, fondations, on réforme un petit peu nos pratiques et on a une climate lens, comme disent les Anglais, y compris dans nos programmes sélection de projets, mais aussi comment nous, notre responsabilité qui sera aussi d'accompagner nos bénéficiaires. Alors, si on est opérateur, ça peut être des bénéficiaires directs individus, et puis si on est distributeur ou collecteur-distributeur, on sera peut-être plus vis-à-vis de structures, mais se poser la question de savoir aussi comment on pourra accompagner nos bénéficiaires, donc encore une fois, structure ou individus, sur ces chemins de transition. Donc, c'est un très vaste chantier. Pour l'instant, c'est un point de départ. Toute l'équipe du CFF essaie de structurer, d'organiser cette coalition, mais elle ne pourra se faire qu'avec vous. Donc, on espère que vous serez très nombreux à rejoindre, d'abord à signer ce manifeste, qui est un manifeste d'intention, un manifeste d'obligation, et ensuite surtout à rejoindre tous les groupes de travail là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Marie-Stéphane, si je peux me permettre, sur des questions qui ont été évoquées notamment par Blandine sur la dissociation des trois axes social, sociétal et environnemental, c'est vrai que j'ai essayé d'être assez court et je n'ai pas abordé ce point. Nous allons ce sujet du climat, de la biodiversité et de l'environnement. Ces sujets sont transverses, comme on l'a entendu à l'occasion notamment de votre intervention, Philippe, traversent finalement beaucoup des autres causes et des autres secteurs ou sujets d'intérêt général, et nous allons essayer de l'aborder dans l'ensemble de sa diversité. Nous allons notamment essayer de mobiliser l'ensemble des cercles du CFF, que ce soit l'éducation, que ce soit le cercle des fragilités sociales, bien sûr le cercle gestion financière, action internationale. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite que ce projet soit un projet transverse, qui ne soit pas un projet environnemental. C'est un projet qui a une visée de mobilisation autour du climat, de la biodiversité et de l'environnement, mais qui va devoir se connecter à l'ensemble des autres sujets d'intérêt général. Donc, on est tout à fait en phase.
Voilà, ce que je voulais... Merci de le rappeler, Jean-Marc, parce qu'effectivement, c'est même presque la raison d'être de cette initiative, c'est qu'elle traverse toutes nos problématiques. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions, Anne? Alors, quelle implication des bénéficiaires porteurs de projets dans cet exercice de mesure, valorisation, promotion de ce sujet aujourd'hui? Coordination Suite est organisée pour que ses membres intègrent le climat dans leur action depuis 7 ans via la commission climat. Une collaboration envisagée avec le CFF certainement bénéfique pour tous et efficace. C'est une très bonne suggestion. Je pense que nous allons éviter de réinventer la poudre. Et effectivement, si dans l'accompagnement des porteurs de projets, il y a d'autres coordinations qui ont de l'expérience, et depuis 7 ans, ils en ont certainement, il y a pas de... Je pense que ça peut être intégré dans la réflexion. Encore une fois, c'est un sujet qui démarre. Alors, historiquement, effectivement, c'est très récent, puisque c'est à la fois un petit coup de gueule qu'on a eu au sortir de l'IFC il y a juste un an, en mai 2019, justement parce qu'on avait constaté que quand on regardait les fondations impliquées dans le sujet environnement, avec la réserve que j'ai mise tout à l'heure, dans l'observatoire le précédent, on était à 3% en France, et idem aux États-Unis. Quand vous regardez Giving USA aux États-Unis, les fondations dites environnementales, environnement, bien-être animal, c'est clairement 3%. Autant dire ridicule, alors que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Mais avec cette réflexion qu'on a fait, qu'on a bien entendu, là on est sur du thématique. Or, le climat est transversal. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'aurais omises, Anne? Non, je crois que c'est à peu près tout. Bon, bah, écoutez, il me reste en tous les cas à remercier très, très sincèrement Philippe Mayol, Guillaume de Citre et Myrène Bengoa pour leurs éclairages. Je pense que, encore une fois, l'idée était de vous pointer que quelle que soit la taille de la structure, quelle que soit son origine et quel que soit son champ d'activité, on est véritablement sur un sujet qui concerne tout le monde. Et si climat veut dire peut-être dans l'imaginaire environnement, ben non, c'est vraiment c'est les impacts de ce climat sur toutes nos thématiques que nous traitons en tant que fondation. C'est la raison pour laquelle on insiste beaucoup sur cette transversalité. Et donc, officiellement, la coalition française des fondations pour le climat sera lancée à l'Assemblée générale du 9 juillet. Et encore une fois, je vous appelle à signer ce pledge, ce manifeste, qui en plus, bonus, l'idée c'est qu'en signant ce manifeste dans les différents États qui le lancent pour l'instant, donc pour l'instant on démarre avec la Grande-Bretagne, l'Espagne et la France, automatiquement, quelque part, vous serez adhérent d'une initiative européenne, voire internationale, puisque une entité qui s'appelle Global Dialogue est intéressée à porter cette coalition au niveau international. Et donc, l'idée, c'est d'avoir cet effet amplificateur, d'où l'importance de rendre visible, de communiquer pour qu'on montre la part, même si elle est modeste, mais en tout cas la part que les fondations veulent prendre dans ce défi du millénaire. Voilà, il est juste 15h30. Encore une fois, merci à tous. Merci à toutes de votre patience, de votre écoute. Et puis, on reste en contact. Il y a plein de liens web là, qui circulent sur le chat. Donc, je vous invite à cocher. J'ai vu une initiative de la TSI. J'ai vu le lien pour le site Action Covid-19. Voilà, il y a plein de liens. Donc, je vous invite à... Sur ces liens. Allez, vas-y. Je te remercie. Peut-être juste pour conclure, pour conclure pour ma part et te repasser la parole à la fin pour le mot de la fin. Bien sûr, te remercier beaucoup, Marie-Stéphane, pour cette animation et le soutien que tu apportes à cette démarche, qui est un soutien fondamental. Donc, merci beaucoup pour ça. Bien sûr, remercier nos intervenants, Myrène, Philippe et Guillaume, à nouveau pour Myrène, pour votre intervention. Je pense que là, on a qu'une heure, donc c'est fatalement très court. Mais comme on vous l'a indiqué, nous allons poursuivre ces travaux et on serait ravis, notamment avec le soutien de Sandrine, et qui nous aide et qui impulse ces sujets depuis fort longtemps au CFF. Nous allons, à partir de maintenant, vraiment développer ces travaux et ces échanges. Donc, on sera ravis de vous accueillir nombreux pour ces prochains moments. Très rapidement, vous dire qu'on vous a mis, merci beaucoup Anne, sur le côté, dans le fil de discussion, 3 liens. Un premier lien pour vous proposer de répondre à un mini questionnaire qui dure quelques minutes pour nous indiquer l'impact de la crise sur votre structure. Ça nous permettra de mieux vous représenter et de mieux porter les travaux utiles pour vous post-crise. Un deuxième lien qui est vers un site que nous avons créé pour vous, un site qui valorise les initiatives des fonds et fondations pendant la crise et sur la post-crise.
Donc là, c'est un site ouvert au public pour valoriser ce que vous avez fait. Vous pouvez toutes et tous mettre en ligne vos initiatives. Et un dernier lien pour vous inscrire à notre Assemblée générale. Nous avons besoin de votre participation déjà pour faire vivre la démocratie de notre association qui vous appartient. Et c'est le moment d'exprimer votre voix à l'occasion de cette Assemblée générale. Et donc, nous espérons que vous pourrez toutes et tous y participer ou à défaut nous adresser un pouvoir. Voilà, donc rendez-vous est pris au plus tard pour le 18 novembre, mais on l'espère bien avant. 10 novembre pour l'atelier d'Annecy et bien avant pour l'ensemble de nos réunions et rencontres. Et je vous remercie pour ma part toutes et tous pour votre attention et votre participation. Et merci à tous. À bientôt. Bonne journée à tous. Et pensez vert. À bientôt. Au revoir.